Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Aujourd'hui, en Dordogne, en plein Périgord noir, une entreprise familiale, artisanale, de foie gras et de gastronomie locale vous est racontée. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Marc, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, pas trop mal, je te remercie. Toujours en Dordogne? Toujours, au sein de l'entreprise familiale à la maison Lambert à Bellinac. Donc Maison Lambert, je précise tout de suite avec un E. Ouais, maison Lambert avec un E, effectivement, puisque le nom de Lambert avec un E vient d'une arrière-tante à mon père qui s'appelait Alice Lambert, qui a créé l'entreprise au début des années 40. D'accord, donc c'est une maison purement familiale. Purement familiale, puisqu'on gère ça en famille. Mon frère est aux fabrications, moi je suis à la partie administrative et commerciale, ma belle-sœur est dans l'entreprise, j'ai une tante qui travaille avec moi aussi, donc c'est une vraie entreprise familiale. D'accord. Vous faites un restaurant en même temps? Alors on a un restaurant effectivement sur place qui est ouvert plus pour la partie saisonnière d'avril à fin septembre, et puisque le reste du temps on se concentre sur notre activité principale qui est la fabrication et la vente de nos conserves. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur Aquitaine Online et que ce soit la Dordogne qui soit à l'honneur au travers de cette entreprise artisanale. Donc, on reviendra peut-être sur les modes de fabrication, les outils que vous avez, les perspectives que peut avoir ce type d'artisanat. Et puis, son passé, c'est une maison connue, effectivement, en tout cas en Dordogne. Et grâce Exactement. à nous, tu vas voir en Aquitaine aussi bientôt. Bon, mais je compte sur vous, il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment une entreprise comme celle-là se crée et puis parvient à durer. Déjà, il faut de la persévérance, parce qu'effectivement, comme dans toute vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas, il y a des cycles où l'entreprise est plutôt sur une perspective de développement, des périodes un peu compliquées, mais il faut de la persévérance et puis il faut de la passion, je pense, parce que tout ce qui touche au métier de bouche, on le sait, c'est des métiers de passion, et du coup, il faut aimer préparer des choses pour que les gens comme quand tu vas au restaurant, que tu as plaisir à être bien servi et bien mangé, et quand tu achètes une conserve chez nous, notre plaisir, c'est que les gens nous complimentent en nous disant on a reçu des amis, on a reçu la famille, on a ouvert un nouveau produit, on s'est régalé. Et c'est ce qui fait que cette entreprise, elle dure depuis effectivement 4 générations maintenant, et que le plaisir se transmet de génération en génération. Voilà. Très bien. Qui a eu l'idée de la création d'entreprise et quel était le paysage à l'époque? Le Périgord était déjà très connu pour le fait de bien y manger, d'y produire des choses bien spécifiques, bien gastronomiques. Ouais, mais en fait, le Périgord, par tradition, a été, même si maintenant on est beaucoup moins nombreux en tant qu'artisans, mais le Périgord, par tradition, a toujours été un terroir et un territoire où il y avait d'un côté les éleveurs et les gaveurs qui faisaient l'élevage et le gavage, qui allaient abattre leurs produits et qui allaient les vendre justement à des gens qui, comme nous, faisaient de la conserve de façon artisanale. Alors l'idée au départ, effectivement, comme je te dis tout à l'heure, c'est Alice Lambert qui a créé l'entreprise au début des années 40, officiellement en 1946. Et dès le départ, si tu veux, nous, dans notre entreprise, la Maison Lambert, le choix a été fait de laisser le savoir-faire aux éleveurs et aux gaveurs pour qu'ils s'occupent de la partie élevage et gavage, et nous de nous concentrer sur la partie cuisine et transformation. Alors le paysage effectivement a énormément évolué parce que maintenant nous on a un atelier qui est aux normes européennes avec tout un tas de process de fabrication, même si la main de l'homme va intervenir à chaque étape, et c'est ce qui fait qu'on reste une entreprise artisanale, on a quand même des outils qui se sont énormément développés. Pour te donner un exemple, au tout début, pour faire des conserves, il faut avoir des autoclaves, c'est-à-dire des outils qui vont te permettre de cuire le produit de façon soit pasteurisée, soit stérilisée. Et ces outils-là, si tu veux, c'est comme des grosses cocottes minutes, donc c'est chauffé chez nous maintenant au gaz. Au départ de la tante Alice, c'était chauffé au bois, donc elle avait le bois à faire. Et tout simplement, pour amener l'eau dans les autoclaves, l'eau, elle allait la chercher au puits. Donc, il n'y avait pas, tu vois. Donc, maintenant, nous, quand même, le métier est beaucoup plus facile, on va dire, qu'il pouvait l'être. Vous n'allez pas au puits. Vous n'allez plus et on ne va plus au puits, c'est fini maintenant.
on va au puits des idées, on va dire ça comme ça, quand on cherche à créer et à renouveler un petit peu nos recettes. Mais c'est vrai que le métier a énormément évolué, mais ça reste un métier. Et c'est vrai que pour ça, le Périgord a toujours été, comme si je t'ai dit maintenant, ça s'est beaucoup perdu parce qu'on a beaucoup de collègues qui ont arrêté ou les entreprises ne se sont pas transmises. Mais par tradition, le Périgord, c'était ça. C'est-à-dire, on avait beaucoup de conserveries artisanales, ne serait-ce que des bouchers, des charcutiers traiteurs qui faisaient de la conserve, qui achetaient le produit cru abattu à l'éleveur du coin et qui transformait ça dans son atelier. Voilà, donc c'est notre métier, nous, c'est vraiment ça, c'est la cuisine et la transformation des produits que savent valoriser nos éleveurs chez nous, nos producteurs. D'accord. Oui, donc si je comprends bien, à l'époque, en fait, c'était plus qu'artisanal, c'était des toutes petites unités qui faisaient de la conserve pour un public surtout local, non? Alors au départ, effectivement, mais le public était essentiellement local, hein, c'était les gens du coin. On a nous gardé une clientèle locale aussi, mais c'est vrai que le marché s'est élargi, mais au départ, c'était uniquement local. Alors après, le tourisme, quand mon père a repris l'entreprise en 64, on va dire que le tourisme a commencé à se développer un petit peu, donc on a commencé à toucher une clientèle touristique, mais c'est vrai que l'historique de l'entreprise et la maison Lambert au Bugle, c'était uniquement une clientèle locale où les gens venaient acheter les produits, où la tante Alice allait sur le marché vendre ses conserves. Et alors maintenant, je suppose que la boutique, en fait, il y a deux boutiques, il y en a une à Sarlat et puis une tout près de Bénac, donc du Oui, château, etc. Et c'est deux endroits où l'été, il y a un nombre de touristes incroyable. ouais, on a la chance d'être dans un des coins du Périgord qui est le plus apprécié et le plus fréquenté. Hein. On est au cœur du triangle d'or, nous, de la vallée de la Dordogne, hein, à 10 km de Sarlat, juste à côté de Dôme, de la Roque-Gajac, tous les plus hauts lieux touristiques. Et effectivement, du coup, on est en bordure de départementale en plus, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais un des avantages, c'est qu'effectivement, on a du monde qui passe devant chez nous et qui, du coup, va s'arrêter. La renommée aussi de la maison Lambert fait qu'on a beaucoup de monde, des locaux, des campings, des hôtels, des chambres d'hôtes qui nous connaissent et qui nous envoient du monde. Donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de ce tourisme de passage qui est là d'avril grosso modo à la Toussaint. Et donc voilà, ça nous permet de faire une première saison à cette période-là et on a une deuxième saison plus pour la période des fêtes de fin d'année, en fait. Et là, c'est plus de la vente à distance qu'on va faire. Ah, d'accord. Donc, tu pratiques aussi la vente à distance. Tu as un site internet qui permet de le faire. Ouais, exactement. On a un site internet, on a aussi un fichier de vente par correspondance hein, où justement la clientèle estivale qui passe chez nous l'été et qui apprécie nos produits va nous laisser son adresse et ce qui nous permet de la recontacter via des mailings ou des emailing en fin d'année et qui va aussi nous commander sur les périodes de fin d'année. Et on a aussi un réseau de professionnels indépendants, on va dire, qui vont être des cavistes, des épiciers fins, des bouchers charcutiers qui justement vont revendre nos produits, eux, tout au long de l'année, mais surtout concentrés bien sûr pour la période des fêtes, dans des régions un petit peu partout en France, Bordeaux, Paris, région parisienne, le nord, le sud de la France, etc. On a un réseau de détaillants comme ça qui va revendre eux nos produits. Et à l'étranger? Alors à l'étranger aussi un petit peu. Hein, après, nous, on a un petit peu plus de contraintes que des grosses structures. Nous, notre atelier nous permet de vendre partout en France et en Europe, puisqu'on a un atelier qui est aux normes européennes. Après, il y a certaines destinations où même si ça peut paraître bizarre, mais des fois, on a été sollicité par des pays comme le Brésil, comme les États-Unis, comme Hong Kong, comme le Japon. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient aussi là-bas les produits artisanaux et les produits du Périgord. Mais après, certains pays ont des normes un petit peu plus contraignantes en termes de barrières et de normes sanitaires à respecter, ce qui fait qu'on a plus de mal à toucher ces pays-là. Mais on va aussi un petit peu à l'étranger, on va aussi dans les territoires d'outre-mer. Un de nos derniers clients, là, avoir passé commande, je lui ai demandé d'ailleurs qu'il nous envoie des photos une fois que les produits seront implantés, c'est à La Réunion. Donc, ça donne envie et ça donne envie d'aller voir les produits implantés là-bas. Hein. Ah, il faut que tu ailles contrôler comment ils font là-bas. Il va falloir que je me sacrifie. Ouais, voilà, exactement.
D'accord. Tu peux nous rappeler, là, je reviens à la clientèle de l'été, combien il y a de visites de Sarlat, de visiteurs pour Sarlat l'été? Oh, le nombre de visiteurs dans la ville de Sarlat, je ne saurais pas te dire, mais grosso modo, on sait que la population est quasiment multipliée par 10 en plein été dans le Sarladais. Moi, j'ai entendu dire que c'était plus de 2 millions de Oui, personnes. non, mais ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas parce que je te dis, avec les campings, les gîtes, les hôtels, les chambres d'hôtes, plus ce qu'on appelle la famille qui accueille des gens aussi qui viennent passer en vacances, un village comme Beina qui a grosso modo 500 habitants, en plein été, on passe à plus de 5000 habitants sur la commune. Et c'est Ouais. pareil pour quasiment toutes les petites communes et notamment Sarlat aussi qui a des grosses capacités d'accueil et où du coup la population est quasiment multipliée par 10 l'été, donc forcément ça draine du monde et ça draine du flux. Ouais. C'est énorme. Alors, cela dit, il y a aussi beaucoup de boutiques qui vendent. À Sarlat, il y en a énormément. À Dôme, il y en a beaucoup aussi. Ouais, ouais. On a aussi un secteur qui est très concurrentiel Oui. et ce qui nous permet de nous différencier des autres sans jeter la pierre à quiconque, mais nous, c'est notre ancienneté, le fait qu'on soit là effectivement depuis des années. Du coup, le fait que les gens nous recommandent aussi, ce que je te disais tout à l'heure, les gens la réputation de la Maison Lambert dans le Sarladais, elle est quand même plutôt bonne. Hein. Et puis le nombre de médailles et récompenses qu'on a aussi, les 2 dernières médailles d'or au concours agricole en 2019 et en 2020, le doublé qu'on a fait, mais rassure aussi la clientèle et nous permet je ne dirais pas qu'on va mieux travailler que les autres parce que je pense que l'été tout le monde travaille bien, du moins ceux qui font bien leur métier, mais du coup voilà, ça nous permet aussi de nous différencier un petit peu de la concurrence. Alors, d'autant que certains sont uniquement des revendeurs, non? Alors, tu en as certains qui vont être effectivement uniquement des revendeurs, qui vont, voilà, mais à la limite, tu sais, quand tu revends un bon produit, j'allais dire pourquoi pas, hein, c'est Oui, pas bien gênant. Hein, sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que je jette la pierre à personne, parce que à partir du moment où tu fais bien ton métier et tu le fais, on va dire, de manière franche et honnête, il n'y a pas de souci. Moi, quand un client vient chez moi, je lui explique que je ne suis pas éleveur et que je ne suis pas gaveur. Je lui explique que mon métier, c'est d'être artisan, c'est de cuisiner, de transformer les produits. Donc, c'est aussi une franchise à avoir vis-à-vis de sa clientèle. Et moi, un revendeur qui va dire, mais moi, mon produit, je ne le fabrique pas, mais je l'ai sélectionné chez un artisan du coin, chez un fermier du coin, et qui va mettre ça en avant, ça ne me gêne pas. Par contre, le revendeur qui dit, c'est moi qui fais mes petites conserves dans ma cuisine alors qu'il achète, encore s'il achète chez quelqu'un qui fait bien son métier, tout va bien, mais s'il doit l'acheter au métro, au Carrefour, à Lidl, comme on a vu des fois des choses qui se faisaient et coller une étiquette dessus, ou qui se fait passer pour le fermier alors que ce n'est pas du tout le cas, là c'est quand même beaucoup plus gênant et c'est à la répression des fraudes à jouer son rôle dans ces cas-là. Bien sûr, oui. Bon, le, les produits, ils sont très, très diversifiés. D'ailleurs, on pourra peut-être montrer des images de ta boutique, enfin celle de Benac est particulièrement intéressante puisqu'il y a une vitre au-dessus et ça multiplie le nombre de produits alors qu'il est déjà pas mal riche. C'est ça, il y a de quoi faire. Voilà, donc tu peux nous en parler, quels sont les produits phares, et je crois que tu as fait de l'innovation aussi. Oui, oui, mais ce que je disais tout à l'heure, malgré le fait d'avoir, on va dire, des recettes qui se transmettent de génération en génération, l'objectif, c'est aussi de savoir renouveler. Donc, on a une gamme relativement classique, mais relativement large de produits qui vont tourner autour du foie gras d'oie ou de canard, qui vont tourner autour de soupes, de sauces, de produits confits comme des gésiers, des cuisses confites, des coups farcis, des pâtés, des rillettes. On a tout un tas de choses comme ça relativement classiques. Mais on sait aussi innover. On a fait dernièrement des rillettes de lentilles aux noix du Périgord, par exemple. On fait des produits à base de poissons comme de la rillette d'esturgeon ou du beurre d'esturgeon. Et on a aussi créé une nouvelle gamme de produits qu'on a appelée la cuisine en bocal, qui est une gamme, en fait, plus à destination de services traiteurs ou de services hôteliers, qui sont des entrées, des plats et des desserts, juste cuisinés et mis dans des jolis bocaux, pasteurisés, avec donc une DLC de 4 mois en réfrigérateur. Et ces produits-là, en fait, l'objectif, quand on a créé cette gamme-là, c'était de pouvoir consommer le produit tel quel, quitte à le manger même dans le bocal, puisque les bocaux sont jolis, donc ça peut être servi tel quel.
et c'est prêt à consommer. Pour les plats cuisinés, il n'y a plus qu'à réchauffer. Pour les salades, il y a juste à remuer un petit peu pour que la vinaigrette se remette bien partout. Et voilà, donc ça fait partie des innovations qu'on sait faire, effectivement. D'accord. Donc des chambres d'hôtes, par exemple, peuvent servir ça à leurs hôtes sans avoir besoin de préparer vraiment le repas. Exactement, des chambres d'hôtes, des hôtels qui proposent ça en room service aussi. Hein. C'est une de nos premières clientèles sur ces produits-là, c'est-à-dire que les hôtels qui ont des clients qui arrivent tard le soir, qui sont un petit peu à l'écart, qui n'ont pas envie de ressortir, des hôtels qui ont des VRP, des commerciaux qui se baladent et qui le soir ont envie, après avoir crapahuté toute la journée, ont envie de rester tranquille dans la chambre, et ils peuvent proposer cette gamme de produits. Et pour te donner une idée, on vend ces produits, du moins à l'hôtel Ibis de Sarlat. Et il y a des gens qui arrivent le soir une première fois tard, qui donc du coup n'ont pas la possibilité ou l'occasion de ressortir pour aller manger au restaurant. Ils vont manger ce produit-là le soir. Et du coup, le lendemain, ils reviennent et disent non, non, on ne va pas au restaurant, on veut les produits de la cuisine en bocal de la maison Lambert et on reste tranquille dans notre chambre. Donc, tu vois, ça c'est un beau témoignage et ça nous fait plaisir. On voit qu'on a réussi notre gamme. Très bien. Et dans cette période de reconfinement, là, on vient juste d'être reconfiné. Est-ce que tu livres de la marchandise? Comment ça se passe? Alors, en ce moment, nous, période de reconfinement, on a malgré tout notre boutique qui reste ouverte à Baynac, puisqu'on fait partie des commerces qui ont le droit de rester ouverts, hein, puisqu'on fait de l'alimentaire. Donc, la boutique à Baynac reste ouverte. Et après, effectivement, on fait. Alors, soit on livre, on peut organiser des livraisons dans des secteurs assez proches, à 30 km autour de chez nous. Soit après, justement, par le biais de la vente par correspondance, on peut livrer directement chez les gens les produits en colissimo, en transport express, suivant le type de produit qu'on a livré. Ben oui, parce que la boutique reste ouverte, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Qui ne peuvent pas sortir ou qui ne vont pas avoir forcément le réflexe de venir nous voir, parce que c'est vrai que cette période un peu troublante et troublée pour les gens fait que par réflexe, ils vont sortir juste pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire soit à la grande surface pour faire les pleines courses classiques, soit au boucher, au primeur et à la boulangerie. Ils ne vont pas avoir le réflexe de venir à la maison Lambert voir les produits qu'on peut leur proposer, alors que nous, on reste ouvert, on est là, on est prêt. Et on les accueille avec grand plaisir quand on est là. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut en venir à, bon, ce n'est pas un ordre évident, mais le processus de fabrication. Donc, est-ce que tu peux nous parler des équipements que tu as, de leur histoire, de la façon dont vous avez investi et comment ça peut se passer par la suite? Alors, le processus de fabrication, en fait, il est simple et efficace, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que il faut imaginer que quand on reçoit de la marchandise, il y a un principe de marche en avant dans l'entreprise qui va se faire. Et en fait, là où je disais tout à l'heure qu'on reste une entreprise artisanale, mais avec un vrai outil derrière qui nous permet d'avoir des produits de qualité constante et surtout complètement conformes aux normes sanitaires, c'est que de la réception de la matière première à l'étiquetage et à l'expédition, tout va se faire à la main. C'est-à-dire qu'on a une certaine exigence en termes de qualité de produits, matière première. Donc, dès la réception de la matière première, il y a mon frère qui est là et qui va vérifier la conformité effectivement sanitaire du produit, c'est-à-dire que quand ça arrive dans le camion sur la bonne température, mais aussi et surtout la conformité par rapport aux exigences de qualité de matière première qu'on va avoir. Donc, on a déjà une première étape de vérification. Et après, Vous la testez à ce moment-là, la matière? on la teste et on la regarde surtout, c'est-à-dire que par expérience, et si tu veux, on va parler du foie gras cru qui est le produit phare. Le foie gras cru, quand on le reçoit, par expérience, à l'œil, on va savoir si le produit va être conforme ou pas à ce que nous, on en attend, tout simplement. Et du coup, comme on reste une entreprise artisanale où on ne fabrique pas 500 kg de foie gras par jour, loin de là, et ça nous permet justement d'avoir ce contrôle qualité, on va dire ça comme ça, qui va se faire, mais qui va se faire par l'homme, et pas uniquement par un critère poids, on va dire température de livraison, etc. Donc on a cette exigence-là, et ensuite, chaque étape de la fabrication va suivre un process
où on va traiter la viande crue dans des pièces réfrigérées. On va faire tout ce qui est déveinage, salage, parage des viandes, etc. Et une fois que cette opération est faite dans cette pièce réfrigérée, ça va passer dans la pièce qu'on appelle préparation chaude. Où là, le produit va être ou cuisiné pour tout ce qui est plat cuisiné, ou passer en cuisson dans nos autoclaves. Et là, le produit va subir soit une stérilisation, c'est-à-dire qu'on va cuire au-dessus de 100 degrés et le produit va devenir une conserve, quel que soit son emballage, bocal, boîte ou sous vide. Soit on va pasteuriser ce produit-là, c'est-à-dire on va le cuire en dessous de 100 degrés. C'est ce qu'on appelle communément pour le foie gras du foie gras mi-cuit. Et là, le produit, en fait, il va être cuit donc en dessous de 100 degrés, toujours pareil, quel que soit l'emballage, bocal, boîte ou sous vide. Et ce produit-là, du coup, va avoir une durée de vie qui va être plus courte, qui va se garder en permanence au réfrigérateur, à la différence de la conserve, qui, elle, va se garder 4 ans et qui va se garder à température ambiante, avec comme avantage pour le foie gras d'être un produit qui va se bonifier en vieillissant. Ah oui. On en parle beaucoup pour les sardines. On dit que les sardines, il faut les laisser vieillir. Les gens le savent plus facilement pour les sardines, mais c'est aussi vrai pour le foie gras. C'est-à-dire qu'un foie gras stérilisé, autrefois, si on faisait de la conserve, c'était à proprement parler, pour conserver le produit. Et du coup, c'est vrai qu'on mangeait toujours les conserves en général qui avaient été faites l'année d'avant et pas les conserves qui avaient été faites l'année même. Il y avait une bonne raison, c'était que le produit devenait meilleur en le laissant vieillir à température ambiante. Voilà. Ah, très bien. Je ne le savais pas. Il faut imaginer notre conserverie comme une cuisine à échelle plus grande. Voilà. C'est-à-dire que, comme je te disais, on va avoir une pièce qui va être climatisée pour traiter la viande quand elle est crue. On va faire tout ce qui est déveinage, salage, parage des viandes, etc. Donc, on a des grandes tables, des outils, des couteaux. On va saler nos produits. Alors, nous, on a une machine qui nous permet de faire des salaisons qui va être une baratte, une machine à beurre. Et après, quand ça passe dans la pièce de préparation chaude, on va avoir des sauteuses, on va avoir des marmites qui nous permettent de faire nos produits confits, des marmites en fonte pour faire des confits, des marmites en inox pour faire nos soupes, nos sauces, etc. qui vont accompagner. Et une fois que toutes ces préparations sont faites, elles vont être mises à la main et pesées, bien évidemment, pour être conformes au poids des boîtes ou des bocaux, dans les récipients. Et après, on va faire soit du sertissage pour tout ce qui est boîte de conserve, soit des fermetures par capsulage, capsule twist-off, tu sais, comme les bocaux de confiture, soit mis dans des bocaux le parfait. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre dans des grands paniers qui vont être immergés dans les autoclaves. D'ailleurs, les autoclaves, c'est en fait une grosse cocotte minute, comme je te disais tout à l'heure, pleine d'eau. On va mettre ça dans cette autoclave-là, et c'est là où il va y avoir la cuisson, ce qu'on appelle la cuisson terminale du produit. Et on va choisir en fonction de la taille de la boîte, en fonction si c'est de la boîte, du bocal, si c'est du plat cuisiné, si c'est du foie gras. À chaque fois, il va y avoir un temps de cuisson qui va être différent par produit. C'est-à-dire que, par principe, on ne va pas pouvoir faire, même si on fait du foie gras, par exemple, tu ne vas pas pouvoir faire du 320 grammes, du 190 grammes ou du 120 grammes dans le même autoclave. On peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Mais gustativement, il n'y a pas d'intérêt parce que les petits bocaux, tu vas les cuire comme les gros et du coup, ils auront un fort goût de cuit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque taille de bocal et type d'emballage et chaque produit va avoir vraiment ce qu'on appelle un barème de cuisson qui va être différent. Et c'est pour ça que toute la chaîne, en fait, est importante, de la réception de la matière première à la cuisson finale du produit. Et toute la chaîne est importante pour avoir des bons produits et surtout avoir des bons produits à chaque fois qu'on réalise une recette. Voilà. D'accord. Alors, toute cette chaîne de production, il est possible de voir les machines. Tu fais visiter l'atelier? Alors, on me fait visiter, pas en ce moment, malheureusement, bien sûr, période de confinement oblige, mais sinon, c'est vrai qu'on a toujours été par habitude, et ça depuis l'époque de mon père, on a toujours été une entreprise ouverte où on était fiers de montrer notre outil de fabrication, justement. Pourquoi? Parce que, alors qu'on n'explique pas forcément nos recettes, hein, puisque ça, c'est un petit peu nos secrets de fabrication, mais par contre, on a toujours été fiers de montrer dans quelles conditions on travaille, parce qu'on a toujours considéré qu'on travaillait bien et que du coup, ça faisait partie de notre métier de le montrer. Donc, effectivement, l'été, on fait des visites qui sont ouvertes aux particuliers 2 à 3 fois par semaine, visite des ateliers de fabrication et de dégustation. Et on fait aussi des visites qui sont réservées à des groupes, des voyages, même des voyages scolaires des fois, mais des voyages du troisième âge, des voyages d'entreprise. On organise des visites de nos ateliers de fabrication où on fait visiter donc l'atelier en expliquant justement notre entreprise, comment on fabrique, comment on travaille, à partir de quels produits. Et en général, ça se termine toujours par une petite dégustation. Voilà. Ça fait envie. Ça donne envie.
Alors, je pense aux deux sites sur lesquels tu es implanté maintenant pour donner envie aussi de venir dans cette magnifique région du Périgord. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'environnement? Ah ben, Qu'est-ce qu'il y a à voir? On va pas se régaler seulement de foie gras, d'accord? non, 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 alors c'est le gros avantage du Périgord noir et du charladais en particulier, c'est que tu te régales les papilles, mais tu te régales les yeux aussi, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la chance d'être dans un des endroits du Périgord où, ben, quel que soit l'endroit où on est, il y a quelque chose à faire et à voir. Mm. Les principaux, tout le monde les connaît. Tu as Lascaux, qui est la grotte de Lascaux, qui est juste à côté. Tu as la cité médiévale de Sarlat, qui est magnifique. Après, tu vas avoir la vallée de la Dordogne avec, comme je disais tout à l'heure, le village de Dôme, qui a quand même un point de vue exceptionnel, le village de la Roque-Gajac. Tu vas avoir, nous, notre village de Beignac, avec son château qui est magnifique. Tu vas avoir la vallée de la Vézère, qui est juste à côté, avec le côté préhistoire, les asiles, le musée de la préhistoire, etc., où il y a des choses à faire. On a la chance d'avoir un tourisme qui peut être aussi un tourisme vert, parce que tout ce qui est voie de circulation Oui. douce, les balades en canoë sur la Dordogne, les promenades en vélo, les randonnées, il y a quand même énormément de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a la chance d'en avoir pour tous les âges en Dordogne. C'est-à-dire que des petits enfants ou avec le côté médiéval ou préhistoire, tu vas arriver à trouver un intérêt pour leur donner envie de découvrir des choses. Aux plus âgés et où tu peux te balader en famille, où tu peux te balader en amoureux, tu peux faire plein de choses ici chez nous, tu as quand même la chance d'avoir plein de choses. Et tout ça, c'est les sites les plus connus, mais la chance qu'on a en Sarladé, à la différence d'autres territoires, c'est que tu n'as pas d'interruption entre chaque endroit que tu visites. C'est-à-dire que quand tu passes d'un endroit à un autre, tu vas au mieux découvrir quelque chose qui va être sympa. Je vais prendre un exemple. J'adore le Lot, par exemple. Tu vois, le Lot, Carénac, tout ça, c'est des endroits très jolis. Mais grosso modo, tu vas faire 20, 30, 40 km des fois entre chaque site. Et au milieu, alors même si la campagne est jolie, tu ne vas pas avoir grand-chose d'autre autour. Alors qu'ici, en Sarladé, cette chance-là, c'est que la proximité de Sarlat, Vallée-Vézère et Vallée d'Ordonne, et quel que soit l'endroit où tu as des choses qui sont très sympas à voir. Et puis tu vas avoir des petits sites moins connus, des petits villages comme Limeuil qui sont très jolis à voir, des petits villages, bon, Montpazier, n'en parlons pas, Belvès qui est très joli, des villages comme Saint-Amand-de-Coly, qui sont des endroits un petit peu éloignés de la foule et des endroits très touristiques, mais qui sont super, super jolis à voir et super jolis à découvrir aussi. Donc c'est vrai que venir en Dordogne, c'est être assuré de passer de bons moments parce que, et puis en plus, quelle que soit la saison, j'allais dire, on parle de la saison estivale qui est très sympa, mais la Dordogne à l'automne, c'est quand même là, à la période où on est, c'est quand même une période qui est magnifique. Tu as la couleur des forêts, des arbres qui changent, les feuilles qui changent de couleur. Quand tu as la chance, comme aujourd'hui, là, on a un beau rayon de soleil qui va se refléter sur la falaise du château avec la couleur des arbres qui a changé, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vrai que la Dordogne, c'est fait pour tous les âges, c'est à toutes les saisons, il y a toujours quelque chose à faire, à visiter. Et malgré tout, on a beaucoup de choses, même si certains sites ne sont ouverts qu'à la saison, on a beaucoup de choses qui restent ouvertes à l'année, donc c'est aussi le côté agréable. Très très bien. Et alors, je peux témoigner aussi qu'il y a l'accueil. Les gens Ah sont oui, d'une grande gentillesse et la qualité de l'accueil, c'est vrai. voilà, ils peuvent le vérifier aussi chez toi, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que après, ça fait partie aussi par tradition, en Périgord, on a toujours accueilli des gens, quelles que Oui. soient les périodes et quelles que soient. Voilà, c'est une terre d'accueil traditionnelle, le Périgord. Et ça, je pense que ça reste. Voilà, c'est comme les recettes de la maison Lambert, ça se transmet, ça s'infuse dans les familles. Et du coup, c'est vrai que cette tradition d'accueil, je pense que voilà, il y a pas beaucoup d'endroits où les gens vont dire on n'est pas bien été accueillis parce que voilà, on a cette envie de bien accueillir les gens et voilà, de leur faire aimer notre région aussi. Très très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aurais à nous dire? Non, mais écoute, je te remercie déjà pour ton interview, passer des moments agréables aussi, d'échanger, de discuter, ça fait Absolument. partie des plaisirs voilà, de la vie. Et donc, écoute, non, non, je te remercie pour ton interview en tout cas. Et puis moi, j'ai passé un agréable moment avec toi. J'espère que les gens Eh ben, auront plaisir à découvrir notre interview. c'est réciproque et tout ce que tu nous as dit est très très clair et c'est alléchant en même temps. Bon, il faudra qu'on montre sur le site des photos des produits pour qu'on Ouais, bien voit sûr. vraiment à quoi ça ressemble. Je te Mm. remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, on va profiter un petit peu du soleil, effectivement, qui revient. C'est ça. Voilà, puisqu'on peut, on peut sortir juste autour de chez nous, quand même, ou même dans nos jardins.
On a la chance d'avoir, ici, on a quand même la chance d'être, voilà, on va dire, c'est un confinement plus heureux que ce qu'on peut avoir dans certains endroits. Voilà, eh bien, un bon vent à la Maison Lambert. Je suis très, très content d'avoir réalisé cet entretien pour bon, ben, une entreprise bien typique. Voilà, merci, Merci. merci encore Merci, Cédric. merci à toi. Au revoir, à bientôt. À bientôt.